Alors, bonjour les amis. Maintenant, quand vous créez vos API, vos applications bien sûr, il est très important de penser à la notion de sécurité. D'accord? Il est important de créer des API sécurisées en tant qu'ingénieur, en tant que développeur, parce que la sécurité, c'est au cœur de notre société. D'accord? Et aucun client, aucune entreprise sérieuse digne de ce nom ne peut mettre de côté cet aspect de sécurité d'une application. C'est pour cela que je voulais en fait vous montrer ici que c'est très facile de configurer en fait. C'est du code technique tout simplement que vous allez apprendre. Et par contre, vous aurez le code au niveau du GitHub, de mon GitHub. Vous aurez le lien dans YouTube et puis sous la vidéo, vous aurez le lien tout simplement. Alors, il est important de créer des applications sécurisées, mais en fait, il y a des standards qui existent, parmi lesquels nous pouvons parler du GWT. D'accord? Nous en aurons l'occasion pour les autres implémentations des autres standards, mais GWT aujourd'hui a démontré son importance au cœur du système de sécurité des applications, parce qu'en fait, vous prenez carrément la peine de personnaliser en fait. Vous voyez, il y a des entreprises qui aiment souvent qu'on personnalise uniquement. Voilà. C'est un standard web, hein, tout simplement un standard de sécurité aujourd'hui avec Spring Security 6. Il y a des modifications. C'est pas nouveau, hein, mais c'est parce que dans du Spring Security 6, il y a quand même des modifications que j'ai pensé que je peux partager avec vous. Cette implémentation, tout simplement. Le code source qui fonctionne très bien d'ailleurs. Et nous allons le tester. Ok, vous pouvez aller dans dans le site, d'accord, sans pourtant avoir trop de commentaires à faire. Je vais rapidement, je pense que c'est démarrer le serveur. Alors, de quoi avions-nous besoin? Qu'est-ce que nous avons besoin? Bien sûr que oui, quand on parle de la sécurité, ça doit être un module à part. Vous voyez, c'est un module qui est à part. Si vous faites une application microservice, la sécurité est un projet à part. Voyez, vous faites maintenant appel et aux accès aux ressources de vos applications. Donc, c'est la raison pour laquelle la partie essentielle, c'est ici. Si vous voulez sécuriser, vous êtes supposé en fait travailler sur la partie entité user. Vous créez par exemple un package user, ça dépend. Hein, j'ai appelé ça user. Ça dépend de vous, soit vous faites des app user ou de app role, parce que dans du Spring Security, user est considéré comme déjà par défaut ça fait partie en fait du framework Spring Security, voyez un peu. Donc du coup, ça fait que quand vous mettez user, Spring considère ça comme un utilisateur déjà dans son système. Donc, pour différencier, vous pouvez mettre app user et vous faites la personnalisation normale. Hein. Vous faites après vous héritez du Spring Security, bien sûr que oui. Je vais faire ça dans une autre vidéo. J'ai d'abord pensé à implémenter par défaut l'utilisateur de voilà le user detail service. J'ai mis user implement, donc il va implémenter en fait. Ça vient déjà avec du Spring en fait. Vous voyez, ça vient avec du Spring Core. C'est bon. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai juste besoin des entités. D'accord? J'ai juste besoin des propriétés. Et je les ai maintenant à travers les lombok que vous voyez. J'ai mis entity pour rendre ça entité. J'ai mis les constructeurs avec et sans argument. J'ai mis le data, @data. J'ai mis le @builder. En fait, c'est un design pattern qui permet en fait de pouvoir facilement construire, d'accord, pouvoir bien construire mon objet hein, avec beaucoup plus de simplicité en quelque sorte. Donc, c'est un design pattern tout simplement. Donc, on parle ici d'architecture. Après, vous avez la génération de tous ces éléments-là. D'accord, je vais insister sur ça parce que c'est important. Après, les autres couches,
vous aurez tout simplement le... Donc ici, par exemple, le mot de passe, ça aussi, ça a été personnalisé. D'accord? Ça a été personnalisé carrément. Parce que si vous ne personnalisez pas, Spring Security vous donne en fait le mot de passe par défaut. D'accord? Il y a get username, tout ça là. Is account non-expired. Vous voyez, c'est un booléen qui retourne en fait un trou si le compte n'est pas expiré. Qui vous retourne un trou, un false si le compte est expiré. Is account non-locked, d'accord. Is credential non-expired, unoblit, is unoblit, tout ça là, vous mettez à true parce que nous souhaitons travailler du côté actif. Sinon, on n'aura pas la possibilité de pouvoir, par exemple, si l'utilisateur n'est pas unoblit, n'est pas en mode true, on ne pourra peut-être pas pouvoir connecter quoi, avec et à travailler normalement avec cet utilisateur là. Donc c'est la raison pour laquelle l'implémentation est disponible. Vous avez ça, vous aurez ça dans GitHub en quelque sorte. Ok. Et vous avez les rôles, tout simplement que j'ai mis ici. J'ai créé une énumération. Vous pouvez mettre beaucoup de rôles, autant de rôles que vous voulez. D'accord. Alors c'est pas un facteur, c'est à vous. Vous pouvez aussi créer une classe rôle. Vous faites tout ce que vous avez, vous faites les many to many. Mais dans mon système, j'ai juste voulu avoir un seul rôle par personne, d'accord? Many to many, je ne l'ai pas fait ici. Par contre, dans mon système, un utilisateur, un rôle, tout simplement. Après ça, je vais en fait pouvoir améliorer le code, d'accord? Pour que je puisse... Bien sûr que oui, il y aura plusieurs versions de cette approche-là d'implémentation. Donc, essayez de voir juste ce que j'ai fait ici. Alors, ça retourne une liste de Simple Granted Authority, d'accord, role name. Voilà, en gros c'est ça. Après, j'ai mes points d'intervention. Hello from the secure web. Ça c'est mes endpoints. Vous voyez bien, j'ai écrit API v demo controller pour que je puisse tester en fait. Mais c'est une API qui est sécurisée parce que pour accéder ici, il faut être sécurisé en fait. Alors, il y a la classe HotFilter, d'accord. JW HotFilter, ça contient une méthode qu'on appelle Do Internal Filter. C'est une classe, c'est une méthode plutôt. Et à travers lequel en fait nous avons la possibilité tout simplement de... Déjà, cette classe va étendre once per request filter et vous implémentez tout ce qui va avec ici. Vous avez, bien sûr que oui, tous les éléments qui sont là, bien expliqués, la documentation est là claire. L'objectif, c'est pas ici expliquer mot pas à pas, mais vous présentez le code qui fonctionne et vous avez la possibilité de prendre le code, d'accord? Vous l'implémentez. Maintenant, ceux qui veulent se former, vous vous abonnez à la formation, vous envoyez un message et on vous prend en mode formation et vous allez comprendre tous ces aspects-là, d'accord? Et là, je vais prendre le temps de vous expliquer chaque élément, en quelque sorte. Alors, cette classe de JW Service là, je me suis efforcé à vous mettre les étapes en fait de chaque... Quelle est la méthode qui vient après l'autre en fait. Il y a la méthode numéro 1 par exemple, numéro 1 plutôt. Vous voyez, vous implémentez ça et puis vous êtes guidé à différents types de méthodes. Vous allez voir les numérotations 2, 3, 4, 5, etc. Pas forcément dans l'ordre, mais vous regardez là où c'est 3, ça veut dire que c'est la méthode qui suivait après. D'accord? Et vous avez bien sûr que oui, votre key qui a été généré ici. Ok? La clé là, ça a été généré. Donc, tout simplement. Si vous voulez connaître la génération, vous allez sur ce site-là, tout simplement. Alors, une fois que c'est fait, j'ai également ma classe configuration, d'accord, où j'ai Entity Manager qui est en fait chargé de pouvoir gérer les utilisateurs authentifiés, en quelque sorte. Il y a le Password Encoder
Bien sûr que oui, c'est pour encoder le mot de passe, c'est pour crypter le mot de passe avec Basic Crypt, Password Encoder. Et puis il y a le User Data Service qui va en fait pouvoir être, qui va remplir en fait les informations d'utilisateur, d'accord. C'est lui en fait qui se charge de partir au niveau de la base de données pour chercher si l'utilisateur existe au niveau de la base de données. Donc le provider sera injecté au niveau de Security Configuration. Et là vous avez en fait l'implémentation de notre User Data Service. Donc User Data Service va aller chercher au niveau de la base find by email le username, si le username existe. Donc il va en fait pouvoir avoir le username qui sera retourné, d'accord. Dans le cas contraire, alors ce sera un message user not found. Ok. Après vous avez ici, il faut quand même avoir un contrôleur, d'accord. Vous avez le register, ça c'est pour l'utilisateur qui va créer le compte, d'accord. Ce sont les endpointers et ça c'est pour l'utilisateur qui va s'authentifier. Donc ça aussi c'est important. Maintenant quand on crée le compte, vous avez des espèces de, par exemple pour la création du compte, vous avez besoin de l'email et le mot de passe. Non, pour l'enregistrement, vous avez besoin de quoi? De first name, last name, email, password. Ça c'est pour création de compte, ok. Une fois que le compte est créé, d'accord, vous avez aussi le token. On a mis ça également à part, d'accord. Et une fois que c'est créé, la couche service maintenant permet d'implémenter tout cela. C'est-à-dire quand l'utilisateur s'enregistre, comment ça se passe? Alors nous avons utilisé le style de Builders qui est notre design pattern, d'accord. Alors l'utilisateur qui va, bien sûr que oui, envoyer la requête, ok. Et cette requête là sera à quel niveau? Ici là nous allons, avec l'utilisateur que nous avons créé ici, on va commencer à maintenant mettre les informations, d'accord, saisir les informations qui on va en fait pour notre user quoi. Nous allons commencer à le fetcher, nous allons commencer à faire un set sur cet utilisateur là. On récupérera les informations qui ont été saisies, d'accord. Une fois que les informations sont, même le mot de passe sera crypté et le rôle, on peut toujours, ici là j'ai fixé, c'est vrai que j'ai mis le rôle, vous voyez quand vous mettez par exemple le rôle, je dis n'importe quoi, vous allez voir ici en fait que j'ai ça va venir, ça va venir. C'est un peu lent quand même, hein. Par exemple, quand vous mettez normalement point, vous allez voir que, vous voyez, vous avez user, vous avez admin, d'accord, parce que j'ai dit que c'était une énumération. Bon, normalement, ça devait nous permettre, je devais laisser la possibilité, par exemple, de mettre un get role, comme j'ai fait avec les autres requests. Je devais faire avec le request get role, d'accord. Ça, je vais fixer ça plus tard. Vous aurez tout le code dans GitHub, d'accord. Il suffit de vous abonner pour avoir plus d'informations sur GitHub. Et puis, vous avez un save, c'est-à-dire j'ai éjecté, puisque je suis en train de partir, j'enregistre dans la base de données, j'aurai besoin d'un repository. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, le repository est là. Après, une fois que l'utilisateur est enregistré, donc je vais donc générer le token, c'est-à-dire que les informations de l'utilisateur sont maintenant données sous forme d'une chaîne, d'accord. Un token contiendra donc toutes ces informations de l'utilisateur. Alors au moment de s'authentifier, qu'est-ce que l'utilisateur aura besoin? Au moment de s'authentifier, il n'a besoin que de, d'accord, username password authentication token, c'est-à-dire cet objet-là va donc recevoir l'email et le mot de passe tout simplement, d'accord. Et là c'est la même chose ici, il va donc aller au niveau find by email, il va vérifier si le user email existe, d'accord. Sinon il nous retourne une exception. Maintenant si c'est bon, on aura donc le GW token, le token généré sera récupéré. Ensuite on va faire un build pour qu'ensuite exécuter ce token là, c'est à dire que on lui passe un token là, ça veut dire quoi? On lui passe un token.
Donc, l'utilisateur qui a créé le compte, lorsqu'il va s'authentifier, il reçoit également un token. D'accord? Bon, bref de bavardage. On va ouvrir notre Postman. Voyez ici, si nous tentons d'accéder, on n'a normalement rien. On doit avoir rien en réalité. Il cherche encore. J'avoue que mon système il est lent. Il n'aura rien parce que déjà, il va créer une erreur. Ça doit être un JSON. C'est du texte ici. Hein. Vous voyez, il a mis forbidden. Il a mis c'est forbidden. Vous voyez ici, il a mis forbidden. Donc, ça fonctionne, mais c'est interdit. On ne peut pas accéder. Quand vous venez ici, même si vous mettez du JSON, ça ne va pas fonctionner. Quand vous venez au niveau de Get Control c'est cette classe là qui me permet en fait de pouvoir de faire un test en fait au niveau de mon application pour voir si je suis bien dans mon application. Démo contrôle plutôt. Vous voyez, quand je fais ça également, je ne suis pas supposé accéder à mon application. C'est-à-dire, on ne peut pas accéder parce que je rappelle que c'est un mode d'authentification stateless. C'est-à-dire que vous devez accéder avec une chaîne de tokens. C'est-à-dire la responsabilité des données de l'utilisateur sous forme de chaîne sont gérées par l'utilisateur. Donc l'utilisateur ici c'est le client, d'accord? C'est le client. Il faut différencier, c'est pas l'utilisateur qui vient créer le compte, non, l'utilisateur c'est le client. Le client c'est le front-end, d'accord? Donc le front-end, lui, pour se connecter, il a besoin du token, tout simplement. Et quel que soit ce que nous allons faire, ça ne va pas aboutir en fait. Néanmoins, il y a la structure de l'API pendant que ça charge encore. Il y a la structure de l'API. Voilà, c'est ça. Vous allez voir quand même de quoi est constitué. Donc, ça, c'est la doc avec OpenAPI. Par exemple. Donc, OpenAPI vous donne en fait une documentation. Vous pouvez faire mieux que ça hein, en utilisant Swagger. D'accord? Vous pouvez mettre Swagger et puis vous avez tout ce qui va avec. Donc là, par exemple, vous avez OpenAPI. Il vous donne en fait un peu l'idée sur votre... voilà, les URI par exemple. Parce que je n'ai pas sécurisé ici. Regardez. C'est dans mon fichier configuration là. Par exemple ici. Donc j'ai accédé parce que c'est moi qui ai dit que pour la documentation, tout le monde peut avoir accès à la documentation. C'est ça en fait. Ok. Donc tout ce qui commence avec permit all là, ça c'est de l'OpenAPI. Ok. Donc j'ai dit que quand c'est de l'OpenAPI, quelqu'un qui veut aller sur ça, sur cela, donc ouvrez. Vous pouvez faire ça en une seule ligne, hein, en mettant des virgules par exemple. C'est pour des raisons d'apprentissage que j'ai voulu mettre ça comme ça, mais vous pouvez mettre ça en une seule ligne au lieu de faire plusieurs permit all. Là, vous faites un seul permit all et vous mettez tout dans le... D'accord? Donc après, sinon, si on n'utilise pas les informations de OpenAPI, les permit all, si on n'utilise pas les permit all, tout ce que l'utilisateur va saisir dans le navigateur doit être authentifié. D'accord? C'est la raison pour laquelle nous, en dehors du fait que nous ayons ça en public, API Doc, vous voyez bien, quand vous regardez ici, vous avez également API Doc. Donc c'est ça. C'est là que nous nous sommes. D'accord? Donc, vous pouvez aller sur Swagger aussi, vous aurez le code dans GitHub. Donc, une fois que c'est fait ici, par exemple, vous avez un peu l'idée sur le schéma de votre... C'est une documentation qui est générée, quoi, en quelque sorte. Donc, il vous enseigne un peu sur l'idée de votre application. Maintenant, qu'est-ce que je fais?
Alors, je précise que cette classe de configuration permet de gérer, comme je l'ai mentionné ici, est responsable de toutes nos requêtes HTTP, d'accord? La configuration de toutes les requêtes HTTP. C'est un bin en fait. C'est un filtre, d'accord? Et nous avons, bien sûr que oui, passé les informations. Il y a GAuthFilter qui est là. GAuthFilter, username. Ça, c'est pour le... C'est-à-dire, on met le filtre, d'accord? Ça veut dire quoi? On met le filtre avant que l'utilisateur, devant plutôt l'utilisateur qui va se connecter, d'accord? Donc, on met le filtre devant, de telle sorte que dès qu'il va se connecter, d'accord, il va donc devoir être, il faut faire des vérifications. Dès qu'il va lorsqu'il va vouloir s'authentifier, il faut faire des vérifications. Donc, le filtre permettra, avec la requête de l'utilisateur, il va donc pouvoir intercepter la requête, en quelque sorte. Ok? C'est toujours le design pattern. Comme vous voyez le build là, c'est un design pattern en fait. D'accord? Alors, la classe config, je l'ai expliqué. Il y a la classe aussi token, d'accord, que vous voyez ici. Cette classe permet en fait, je pense, d'avoir expliqué. Hein. Vous avez tout ce qui va avec. C'est bien documenté et j'ai mis les numérotations pour que vous ayez la possibilité de savoir quelle est la méthode qui vient avant l'autre méthode. D'accord? Comme je disais, je ne veux pas expliquer tous les détails ici. C'est une présentation tout simplement. Vous prenez, vous faites fonctionner. Maintenant, celui qui veut avoir la connaissance explicative devra donc se joindre à la formation, tout simplement. D'accord? Alors, nous allons devoir implémenter. Nous allons devoir... Donc, le plus important, je souligne qu'il faut savoir comment on configure cette classe-là. D'accord? C'est une configuration, c'est un code technique, mais il faut comprendre comment le code technique fonctionne. Et afin que vous puissiez être capable d'adapter de quel algorithme qu'on a utilisé. D'accord? L'algorithme, ici, là, ça utilise une clé privée, tout simplement. D'accord? Mais vous avez la possibilité, dans une prochaine vidéo, je vais faire avec une clé publique, où j'utiliserai le GWT avec Auth 2.0. D'accord? Qui est aussi un autre standard de... Bon, on va tester rapidement l'API. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là même, vous voyez, nous ne sommes pas autorisés. Comme vous voyez, c'est plutôt... vous voyez, c'est en mode 403 plutôt, forbidden. Donc, de ce fait, il faut d'abord que l'utilisateur puisse pouvoir s'enregistrer dans la base. Parce que dans notre base, il n'y a rien. Nous avons utilisé la base H2. D'accord? La base de données H2. Comme vous voyez, c'est du H2 qui est là. Donc, à chaque redémarrage, en fait, il enlève ce qui était en mémoire. Donc, voyez un peu. Donc, à présent, nous n'avons rien dans notre base de données. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement enregistrer. D'abord, en commençant par mettre du JSON ici. D'accord? Quand nous allons enregistrer l'utilisateur, nous sommes supposés avoir du token, en fait. On doit générer. C'est-à-dire, à l'enregistrement, on vous donne un token. On génère un token. L'utilisateur, ces informations se trouvent maintenant sous forme d'un token. Et ce token-là sera créé, d'accord, dans une décision. Il va falloir que j'explique un peu comment ça se passe au niveau de... La session sera plutôt gérée du côté de l'utilisateur, tout simplement. Du client, quoi. Je vais éviter d'utiliser utilisateur parce que... Alors, je mets du token là. Du JSON plutôt, c'est un peu lent quand même, hein. J'avoue. Hein. Donc, là, je mets JSON. Donc, à partir de là, n'oubliez pas que nous avons indiqué dans notre code que lorsque l'utilisateur s'enregistre, en faisant la requête, l'utilisateur va utiliser, d'accord, cette classe-là
Ok, first name, last name, email, password. Ça permet en fait à l'utilisateur. Maintenant, l'ID sera auto-increment. Donc, first name, last name, email. C'est ça que l'utilisateur va utiliser pour se loguer à son app. Donc, c'est-à-dire quand vous passez l'application à quelqu'un, plutôt lorsque vous utilisez au niveau côté front-end, c'est avec cette partie-là qui sera fait pour l'enregistrement. Donc, comme c'est du JSON, j'ouvre la parenthèse. Je vais carrément écrire. Donc, ça va venir. Donc, le premier, c'est quoi? First name. First name. Je mets 2 points. Je mets par exemple Bonnevi. D'accord? Virgule. Nous sommes en JSON, hein? Last name. Last name. Baby. Après, il y a email. Email. Test. Arrobas. Formation kilo.com. Donc, on va mettre ici. On va mettre quoi? On va mettre le mot de passe. Password. Password. Mettons 1, 2, 3, 4. C'est mieux, d'accord? 1, 2, 3, 4. Et dès qu'on a le mot de passe, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant cliquer sur enregistrer. Vous send. Automatiquement, il est supposé maintenant nous générer ce qu'on appelle, toutes ces informations seront compactées. D'accord? Seront compactées. Donc, c'est du JSON en fait. Donc, on va mettre, il va nous générer un token. D'accord? Il est supposé le faire. On va mettre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de créer le compte. L'utilisateur est en train de créer le compte tout simplement. Maintenant, quand l'utilisateur crée le compte, je dois prendre en fait ce qu'on appelle le token. Le token maintenant contient les informations de l'utilisateur que nous pouvons décoder parce que ces informations ont été codées avec le code 64. Le système, on va tout à l'heure le voir. On a la possibilité de décoder ça et de voir qu'est-ce que l'utilisateur contient avec sa signature également. Vous voyez, ça nous a généré quoi? Un token. Vous voyez, ce token-là, c'est ça que l'utilisateur prendra. Quand je parle de l'utilisateur ici, vous conviendrez avec moi que je fais référence au client, tout simplement. D'accord? Donc, on va déjà enregistrer cela. Pour ne pas en fait perdre le... Donc, je pars au niveau du navigateur, c'est pas grave. Quand je vais au niveau du site, on va regarder ce token contient quoi. On peut venir ici.
On colle. Automatiquement, il dit sub la date d'expiration. Il me donne les dates d'expiration, la date de la création, la date d'expiration, d'accord. Il me donne des informations essentielles sur le token, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il me donne ici? Il y a l'email. Vous voyez, ce qui m'a généré, c'est l'email. D'accord. Et l'email, il y a... donc, je peux voir aussi l'algorithme utilisé, c'est le HS256. Vous voyez? C'est très simple. Donc, c'est l'algorithme là qui a été utilisé. Maintenant, l'utilisateur, comment il va faire pour se connecter? D'accord? Donc, essayons de voir, par exemple, au niveau de la signature. Secret. On peut ajouter avec la signature, par exemple. Et on peut voir qu'il y a la signature qui a été générée ici. OK? C'est bon. Donc, c'est très important. Maintenant, ces informations-là, l'utilisateur aura besoin de quoi? Vous voyez, ce qui a été donné, c'est l'adresse email. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette adresse email-là et mon utilisateur qui a été créé ici? Donc, l'utilisateur va aller directement. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Il a besoin de son adresse email et il est supposé connaître en fait déjà son mot de passe. Donc, je viens dans Authenticate. Dans Authenticate, c'est pour s'authentifier et nous allons répartir dans notre schéma en code. Authenticate, qu'est-ce qu'il contient? Request Authentication. Je rappelle que nous avons juste besoin de l'email et de mot de passe. Voyez? Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je mets ça en texte. C'est du JSON. On attend un peu, c'est un peu long quand même. Donc, on ouvre. On va écrire maintenant du JSON. On ouvre les parenthèses. Donc, souvenez-vous, qu'est-ce que je mets ici? Je mets exactement ce qui est demandé. Email. Deux points. C'est du JSON, je rappelle. Hein. L'email, c'est quoi? Test. Arrobase. Formation kilo. .com. Après, qu'est-ce que j'ai besoin? Password. Donc là, le mot de passe c'est quoi? 1, 2, 3, 4. Ok? J'espère que c'est compris, hein, parce que ici, par exemple, quand vous regardez,
Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, vous venez ici. Vous allez écrire ce Saint. C'est un peu lent ce système-là. Hein. Donc, vous mettez. Maintenant, au moment de s'authentifier, c'est ce qu'on a dit dans notre programme, dans notre code. On doit aussi avoir la génération du token. Parce que si on n'a pas le token, on ne peut pas. Donc, on nous remet le token, en fait. Et c'est avec ce token-là que nous prendrons. C'est-à-dire que là, on a créé le compte. Mais là on s'authentifie maintenant. Pour s'authentifier, on a besoin du token. D'accord? Les mêmes informations. Parce que les informations de l'utilisateur ont été remises à l'utilisateur, c'est-à-dire au client, sous forme d'un token. C'est une chaîne compacte, en fait, qui contient les informations, mais en mode un peu encodé. C'est pas crypté, mais c'est encodé. Vous voyez? Parce que ces informations peuvent être décodées, en fait. Donc, il est en train de chercher. C'est mon système aussi qui est un peu lent, mais on va attendre. Il est supposé, normalement, là, il va se connecter, vous voyez? Qu'est-ce qu'il nous a... Il nous a donné quoi? La réponse ici, c'est quoi? La réponse est 200. OK. Vous voyez? Donc, vous voyez le statut, c'est le statut 200. OK. Ça veut dire que c'est bon. Donc, ces informations-là, je prends mon token, je me suis logué. Et je prends maintenant le token ici. Donc, je prends le token, je dois copier le token pour maintenant entrer dans mon application. Donc, je vais copier, clic droit. Je copie. Qu'est-ce que j'ai copié? J'ai copié mon token. D'accord? Là, je me suis déjà authentifié. Mais, ça veut dire quoi? On m'a remis, d'accord, un token. C'est avec ce token-là que je peux me permettre de rentrer maintenant dans les ressources, de me balader, d'ouvrir les portes, etc., etc. Vous avez une entreprise, on vous remet un token, un badge du moins. Et avec ce badge-là, vous pouvez ouvrir maintenant, d'accord, les accès qui vous sont autorisés. D'accord? Là, on parle maintenant des droits d'accès. Maintenant, puisque c'en est ainsi, regardez, je veux aller dans mon application. Je veux aller maintenant pour tester démo contrôleur. Pour que mon application me dise, OK, là, je suis bien dans mon application. Je suis dans la partie démo contrôleur. Je suis bien dans mon application qui est sécurisée, d'accord? Parce que j'ai dit là-bas, au niveau de configuration, on va aller. J'ai dit tout ce qui n'est pas de l'Open API. Quand ce n'est pas du Open API, alors tout ce qui vient après là, c'est-à-dire slash, quand vous mettez slash quoi, slash n'importe quoi, vous devez vous authentifier. Donc si ce n'est pas du Open API, qui permet en fait de voir la documentation, ou du Swagger, alors si c'est simplement n'importe quel URI, authentifiez-moi. C'est la raison pour laquelle l'utilisateur, même quand il va taper localhost / 85 comme de mon port, API V1 démo contrôleur, il doit être authentifié. Mais comment il va avoir, d'accord, comment il va accéder? C'est avec son token maintenant qu'il va se balader. Il doit avoir le token. Il s'est authentifié. On a reconnu que c'est lui. Maintenant, avec ce token-là, il va maintenant commencer à se balader dans l'entreprise. D'accord? Alors, hello from the Secure Hub. Je veux accéder ici, là. J'ai appelé ça quoi? C'est l'URL. Donc, je viens ici. J'ai déjà copié le token. D'accord? Nous sommes d'accord. Maintenant, je viens au niveau de démo. Démo contrôleur. Jusqu'alors, je ne peux pas me loguer
si je ne mets pas le token. C'est ça. Donc, on attend. C'est un peu lent, mais vous m'excuserez. Hein, le système, il est très lent. Cette machine, je l'éteins presque pas. Je l'éteins presque pas. Il fonctionne beaucoup. Donc, on attend un peu. Vous voyez, par exemple, même si je me suis déjà logué, quand je mets... Je me suis déjà authentifié pourtant. Hein. Bien sûr que je me suis authentifié. J'ai créé le compte, je me suis authentifié, on m'a donné. Mais je dois maintenant prendre l'accès et mettre. On vous donne la clé. On dit, vous avez la clé pour accéder aux endroits. La clé ou bien le badge. Prenons le cas du badge. Vous avez le badge pour accéder à cette porte, à cette porte, à cette porte. Ça ne veut pas dire que si je me suis déjà enregistré, je me suis authentifié, que j'ai pu avoir accès. Maintenant, il faut que je mette les accès. Je viens, je badge, tinc, je rentre. Je badge, tinc, je rentre. Je badge, tinc, je rentre. Vous voyez? Donc, c'est la même logique en fait. Vous voyez comment la logique du token, elle est très très intéressante. Vous voyez, là, on met quoi? Forbidden. Parce que quoi? Je veux accéder sans avoir... Je ne peux accéder qu'avec mon token. C'est le token qui permet en fait de pouvoir accéder. Donc moi, je vous explique un peu le concept de manière beaucoup plus théorique. Après, le code, c'est quoi? Le code technique, c'est le code qui existe déjà. Vous êtes supposé, avec un peu de compréhension de comment ça fonctionne l'architecture, vous pouvez implémenter. Mais c'est la logique qui compte comment est-ce que ça fonctionne en fait. Là, il va falloir que maintenant je puisse... Bien sûr que oui, là je suis. Je vais mettre je vais aller au niveau de Authorization. Il faut que je clique parce qu'on avait dit qu'on va récupérer les autorisations. D'accord? Dans Authorization, je vais maintenant au niveau de Beria Token. Pas GW Beria, non. Parce que nous, on a géré le token ici. D'accord? Donc, on va mettre Beria Token. Donc, on va accéder. Maintenant que j'ai ma clé, j'ai mon badge, je peux maintenant entrer dans les différentes parties qui me sont... Alors, ça, si vous avez le token, ça ne veut pas dire que vous allez entrer dans n'importe où. La salle de maintenance est réservée pour les maintenanciers, par exemple. Donc, vous n'êtes pas supposé entrer dans les endroits où vos ressources sont limitées. Je n'entre que là où j'ai l'autorisation. Sinon, le système sera refusé. D'accord? Alors, je vais voir, je mets le token ici. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, ça veut dire que je n'ai pas l'autorisation. Donc, je vais effacer ce qui est là. C'est tellement lent, si vous saviez combien cette machine est lente. Donc, j'enlève l'ancien qui est là. Donc, c'est vide, d'accord? Je colle maintenant le nouveau. Je colle le nouveau token. Je vais coller ça avec CTRL V. D'accord, je colle ça avec CTRL V. Ça va venir. Voilà. Donc, comme c'est venu, je peux maintenant, si j'ai accès à cette endpoint, c'est parce que ce sont les points de terminaison. Si j'ai accès, et effectivement, je veux avoir un message de signal de... Donc, on va regarder ce que ça va donner. Je suis supposé avoir le même message, comme quoi vous êtes dans votre application. Voilà. Et si ça finit, je ne veux pas prolonger la vidéo, d'accord, pour ne pas que ce soit... Et vous aurez le code, bien sûr. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a dit? Hello from the secure endpoint. Ok, c'est parce que j'ai mis les, comment on appelle ça, les hashtags là, les H1, mais ça a bien fonctionné, regardez. Je suis ici, donc il y a deux sont ok. J'ai mis les, alors qu'avec Postman, ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Avec Postman, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, l'API est sécurisée. C'est parce que j'ai mis ça. Donc, je ne suis pas supposé mettre ça parce que ça ne fonctionne pas. HTML ne fonctionne pas là-bas. OK? C'est les anciennes habitudes des applications qui n'ont pas d'API là. Non, je suis supposé enlever ça. Donc, nous sommes bien au niveau de... Bon, je ne veux pas redémarrer la machine. Hein. Je ne veux pas redémarrer. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. Bon, retenez que ça fonctionne bien. Hello from the secured endpoint. OK? Endpoint. Donc là, c'est bon. Et ça montre que ça fonctionne. Maintenant, vous prenez ce token-là. Vous faites la partie front-end. Vous aurez la deuxième partie. Je vais faire le front-end avec Angular. Je fais le front-end avec... comment on appelle ça? Je ferai le front-end avec une application mobile. Hein? Ah oui, hein? Je ferai le front-end également avec... avec quoi? Avec React. Je fais le front-end avec... comment on appelle ça déjà? Je fais le front-end avec Vue.js, d'accord? Et c'est juste pour blaguer un peu avec la partie front-end, d'accord? Parce que le plus grand travail a été fait du côté back-end. D'accord? Maintenant, comment faire un formulaire d'authentification? C'est avec cette chaîne-là, ce token-là, que vous allez maintenant pouvoir faire appel à votre API. Et l'API est sécurisée. Vous avez la possibilité non seulement de sécuriser du côté front-end, mais aussi côté back-end, vous pouvez faire l'essentiel. Donc, maintenant que vous avez connu le secret, il va falloir pratiquer maintenant. D'accord? Faites des API qui sont sécurisées. Les API, on les fait pour être utilisées en mode public ou en privé. Mais ce qui garantit en fait l'accès et la fiabilité d'une application, c'est la sécurité. Tout simplement. Alors, vous aurez le code, d'accord, dans GitHub. OK? Et j'espère que vous connaissez mon GitHub déjà, parce que ça fait un moment que je donne des vidéos quand même. Vous êtes supposé connaître mon GitHub. Donc, vous aurez au fur et à mesure, la prochaine vidéo, vous perfectionnez le code. Mieux encore, vous pouvez faire du code d'accord? Vous faites du code de review tout simplement. Si vous voulez compléter, je vais d'ailleurs permettre aux gens de pouvoir avoir cet accès-là. Donc, l'API est là. Si vous venez, moi je me... Sur GitHub par exemple, vous allez me trouver avec Zulu 421. Ok? Je me présente ici donc Software Microservices Architecture and Java EE Engineer. Donc, en fait, je suis spécialiste en fait des microservices architecture. Je m'intéresse en fait à la partie architecture des microservices, tout ce qui est Java EE, l'environnement Java EE. C'est-à-dire Java EE, c'est vraiment pour prendre Java EE aussi. Donc, pour montrer qu'il y a Spring dedans, il y a Spring Boot également. Le concept est vaste en fait. Donc, tout ce qui est que Java, en fait, moi, je prends en charge cette partie-là et je m'intéresse à la découverte des nouvelles choses. D'accord? De toutes les façons, nous allons voir tous ces modes de sécurité. Nous allons, cette semaine même d'ailleurs, qui commence là, il y aura un peu d'enchaînement. On va faire du Keycloak, Open
ID, quelque chose comme ça. Les hôtes de, vous voyez, donc c'est, vous aurez, le code est là. Je vais juste faire un dernier, je vais faire des captures d'écran, d'accord. Donc vous avez tout le code qui est là. Il y a le first commit, il y a déjà 13 heures, vous voyez, j'ai déjà mis le code. Mais je vais compléter une partie en faisant les captures et puis voir s'il y a des améliorations, des petites améliorations. Je mets le code et puis vous avez donc, ici j'ai mis quoi? Get to know how to implement using Java, GW using Java Spring Security version 6 documented with Open API. C'est bon? Merci de votre attention. Alors, je suis le promoteur de la plateforme Formation Kilo. Je m'appelle Bonju Baby. Et vous avez mon LinkedIn aussi. Je vais mettre mon LinkedIn. Vous pouvez me retrouver de toutes les façons. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. OK? Au niveau de LinkedIn. Alors, si vous avez besoin d'accéder à la formation, ceux qui veulent faire la formation avec moi, vous pouvez m'écrire. D'accord? Je prends le temps pour des personnes en privé. Je vous prends individuellement. Que vous soyez un professionnel, que vous soyez un étudiant, que vous soyez quelqu'un qui veut se convertir, vous avez quand même des notions en Java, bien sûr. Et je vais vous aider à en fait comprendre cette partie de sécurité. Et en 40 à 48 heures, 72 heures, vous avez le concept maîtrisé et vous aurez la possibilité de faire, d'accord, vos propres applications sécurisées. Donc, je prends en charge cette partie de la sécurité spécialement et je m'engage donc à vous accompagner. N'hésitez pas de me contacter. Je suis très, très dynamique et puis passionné de la technologie et en particulier spécialisé dans Java. Toutefois, je m'intéresse à d'autres technologies, mais Java, en fait, c'est vraiment une technologie à aimer. D'accord? Maintenant, si vous avez aussi des besoins dans les autres technologies, bien sûr que oui, il y a toujours des tendances que j'ai eues dans le passé. Mes aventures dans du PHP, mes aventures dans du ASP. ASP, bien sûr que oui, je suis dedans toujours. Donc, je peux toujours vous accompagner. D'accord? Merci à vous. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. D'accord? Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Au revoir.